donc c'est vrai que quand on entend le terme santé et migration associés ensemble, on a souvent tendance à penser que ce sont des migrants patients précaires et on parle de leur accès aux soins et le système de prise en charge dans les sociétés d'accueil. Certes, effectivement, tout à l'heure, je vais même vous citer des travaux phares qui ont forgé en fait à ce champ de recherche, mais en même temps, aujourd'hui, j'ai aussi l'intention de vous rappeler dans quelle mesure, quand on parle de migration et santé, on peut également penser les migrants comme des professionnels de santé, comme des médecins étrangers qui viennent en France pour exercer la médecine. Effectivement, ce sont des migrants qualifiés, voire hautement qualifiés, mais en même temps, ils se trouvent aussi dans des situations parfois très précaires du point de vue des conditions du travail, mais même tout simplement du point de vue des conditions de vie, parce que tout à l'heure, je vais aussi vous citer quelques extraits d'entretiens que j'ai pu mener auprès de médecins chinois qui vivent ici dans des conditions clandestines, du coup qui continuent à aussi exercer en tant que médecins chinois, mais du coup de médecins de la médecine chinoise, qui ont un statut complètement illégaux du point de vue du travail, mais également sans papier, etc., pour essayer de travailler pour soigner des migrants sans papier. Justement, il y a une forme de solidarité qui se dégage, et il y a aussi une sorte du système informel de soins qui se construit également. Et donc là, du coup, je vais prendre le fil de mon intervention et justement, je vais décliner un peu mon intervention en deux parties. La première partie sur migrants en tant que patients. Et là, effectivement, c'est une série de travaux qui se proposent d'analyser les effets des conditions sociales, juridiques, économiques des hommes et femmes migrants ou enfants de migrants sur leur santé. Et donc, ces travaux mettent en lumière les manières dont les ressources variées, donc les ressources administratives, culturelles, linguistiques, économiques, etc., détenues par ces migrants et enfants de migrants, déterminent leurs relations aux institutions socio-sanitaires et aussi aux professionnels de santé. Et donc là, dans ces travaux qui sont très nombreux, on voit la présence de plusieurs disciplines, en sciences sociales, mais aussi en médecine. Et là, on a des travaux en sociologie, en anthropologie, en géographie, en sciences politiques, en économie, en droit, en démographie, en santé publique, en épidémiologie et en médecine. Et quand on regarde un peu d'où viennent ces recherches, ces chercheurs, justement, on voit qu'il y a aussi une diversité des institutions qui sont engagées dans les investigations de ces problématiques de recherche, et notamment, par exemple, l'IRTES, l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé, l'IRT, le CNRS, les universités, le HSS, mais également l'Institut Convergence Migration qui a été récemment créé, etc. Et il y a une particularité de ces travaux, c'est que pour beaucoup d'entre eux, ce sont des recherches, ce qu'on appelle des recherches-actions, dans le sens où en fait ce sont des collaborations entre des universitaires, donc les enseignants-chercheurs et chercheurs, et les milieux associatifs, notamment des acteurs engagés et militants, et donc là on peut citer plusieurs associations, GCT en fait partie, mais aussi il y a le COMED, par exemple, le Comité pour la santé des exilés, et aussi si on essaye de proposer, de regarder un peu une typologisation de ces travaux existants, on peut les classer en trois parties. Donc la première partie, ce sont des travaux qui se focalisent sur telle ou telle pathologie. Donc, notamment, par exemple, il y a beaucoup de travaux qui portent sur les patients qui sont diagnostiqués comme ayant du VIH, qui vivent avec du sida, et d'autres travaux qui se focalisent davantage sur la santé sexuelle et reproductive, donc avec une approche très genre. Et d'autres travaux qui s'intéressent au diabète ou même à la santé mentale. Et donc là,
si j'ai pas le temps de citer tous les travaux, et je peux peut-être juste partager avec vous quelques extraits d'entretien que j'ai pu travailler moi-même pendant ma thèse. Donc de 2010 à 2014, j'ai mené une recherche ethnographique à la fois dans les lieux de soins en santé mentale, mais également dans les familles chinoises qui fréquentent ces lieux de soins. Et donc là, j'ai travaillé pendant 4 ans auprès de 180 cas, donc, qui sont soit des primo-arrivants, soit des descendants de migrants, et pour beaucoup d'entre eux qui sont des migrants sans papier. Et donc là, j'aimerais bien vous lire quelques extraits pour illustrer comment on peut façonner les souffrances psychiques ou bien même les illusions psychiques des migrants sans papier à travers une analyse fine de leurs conditions de vie dans la société d'accueil, mais également à partir de leur vécu du voyage. Pendant les voyages clandestins, mais également en lien avec leurs conditions d'émigration, c'est-à-dire dans quelle mesure ils ont quitté la Chine. Et donc là, je vais vous citer un extrait qui a été collecté avec un père de famille, qui a été diagnostiqué comme souffrant d'une dépression majeure. Et c'est un monsieur que j'ai nommé Monsieur Roux. Et donc je me permets quand même de rappeler un peu dans quel contexte j'ai pu collecter cet extrait, parce que c'est la 14e fois que je le vois, sachant que la question de la santé mentale et souffrance psychique, c'est un sujet extrêmement intime pour tout individu, issu de toute culture, etc. Et encore, dans la société chinoise, même si ça a beaucoup évolué, la question de la santé mentale reste quand même très très stigmatisante. Donc pour les personnes qui rapportent ce type d'expérience, c'est parfois assez honteux d'en parler. Et d'autant plus que ce monsieur a perdu sa femme et l'un de ses 2 enfants dans un accident de voiture quand toute la famille marchait au bord de l'autoroute. En fait, c'est pas la famille qui conduisait, mais une voiture qui a dérapé et donc voilà, qui a causé cet accident de voiture. Donc la famille a subi et le monsieur était lui-même gravement blessé. Et donc je l'accompagnais régulièrement pour aller voir les médecins parce que j'avais un statut privilégié d'être interprète et médiatrice, parce que je traduisais les interventions, je ferais ce service gratuitement. Et donc là, c'est à la sortie d'une consultation, je cite, et juste une précision, la tête du serpent, c'est le terme en mandarin pour désigner les passeurs. Alors, la tête du serpent. La tête du serpent. Et donc, je cite, « Les têtes du serpent ne sont pas humains. Ils ont du pouvoir et ils en abusent. Avec ma femme, on est venus ensemble. J'avais pensé qu'on pourrait s'occuper l'un de l'autre sur le chemin. Mais en réalité, ce n'était pas une bonne idée. À la fin d'un après-midi, sur le bateau, le passeur nous a convoqués tous les 2 dans sa cabine. Il a dit comme si c'était naturel. Toi, tu restes et toi, tu vas dehors et tu attends à la porte. Ma femme a commencé à pleurer sans me regarder. J'ai mis quelques secondes à réaliser la situation. Je croisais son regard, froid, méprisant, vicieux. Mais je n'ai pas eu le courage de me battre contre lui. J'étais lâche. Qu'est-ce que je pouvais faire sur le moment? Le frapper? Le tuer? Derrière nous et notre voyage, il y avait bien plus qu'une simple réputation. C'est l'argent que nous devons aux proches. Ce sont toutes leurs attentes. Ces quelques pas pour sortir de la cabine ont été le plus long chemin de ma vie. Le cœur rempli d'humiliation et d'impuissance. Sous le choc, ma femme a arrêté de pleurer. Mais j'ai même pas osé tourner la tête pour la regarder. Dehors, il faisait nuit, la mer était agitée, j'entendais ma femme pleurer. Envahi par la haine envers lui, mais aussi envers moi-même, je me suis effondrée en larmes. Et donc ça, c'est un témoignage que j'ai pu collecter après le décès de sa femme, et je me demandais même si la femme n'était pas décédée, est-ce que ce récit aurait été raconté de la même façon. Et donc ça, c'est juste un extrait pour illustrer dans quelle mesure en fait ces migrants sans papier souffrent énormément des vécus traumatisants, même pendant le voyage. Et en même temps, en me penchant vraiment
sur ce sous-groupe, parce que au total, à partir de ces 180 cas ou bien de familles chinoises, on peut les catégoriser en plusieurs sous-groupes. Donc je les ai catégorisés en 5 sous-groupes. Le premier sous-groupe, c'est les réfugiés politiques qui sont venus après les événements de Tiananmen fin des années 80, début des années 90. Et donc ce sont des populations hautement qualifiées déjà avant le départ. Ils étaient universitaires, intellectuels, etc. Le deuxième sous-groupe, ce sont des jeunes migrants hautement qualifiés qui sont venus après l'année 2000 en France. Et donc ils sont venus pour faire des études supérieures et ensuite à la fin de leurs études, ils ont décidé de rester. Et troisième sous-groupe, c'est ce que je viens de lire, c'est-à-dire ce sont aussi des primo-arrivants, mais clandestines, et donc qui fait partie des groupes sans papier. Et quatrième, cinquième groupe, que je ne vais pas détailler aujourd'hui, ce sont descendants de migrants. Mais en fonction de leur lieu de naissance, on peut les classer en 2 parties. La première, c'est ce qu'on appelle en études migratoires la première génération et demie. Ce sont des descendants de migrants chinois qui sont nés en Chine, mais qui ont vécu, qui ont voyagé en tant que migrants jeunes, donc souvent avant l'âge d'adolescence, mais ils ont quand même vécu la phase de socialisation primaire en Chine. Du coup, pour beaucoup d'entre eux, ils parlent un petit peu le mandarin, et ils ont fini leur socialisation secondaire en France. Et dernier sous-groupe, ce sont des descendants de migrants chinois nés en France, donc ce sont des Français d'origine chinoise. Donc je ne vais pas entrer vraiment dans le détail de ces 5 groupes, je vais me focaliser notamment sur le groupe primo-arrivant précaire et sans papier. Et en me penchant sur ce sous-groupe, je me suis posé la question autour à l'articulation de politique migratoire et politique de santé, puisque comme vous le savez, il existe une clause de maladie pour les patients qui n'ont pas de statut légal en France. Pour des raisons médicales, ils peuvent demander un titre de séjour pour raison de soins et pour des raisons médicales. Et donc, souvent, dans les presses, on entend des discours comme quoi ce sont des sans-papiers stratèges qui viennent profiter de notre système de santé, etc. Et donc, je suis partie de cette cliché. Je me demandais dans quelle mesure ce discours est réducteur. En tout cas, moi, je me suis dit que je vais mener l'enquête sur mon terrain ethnographique. J'ai effectivement rencontré ces familles chinoises sans papier qui soit qui ont des enfants qui ont été diagnostiqués comme ayant des troubles mentaux, ou bien c'est les primo-arrivants eux-mêmes qui ont été diagnostiqués comme ayant des troubles mentaux. Et donc je me suis dit que si je pouvais suivre ces familles et ces individus à la fois dans leur itinéraire de soins, mais aussi à la fois dans leur projet itinéraire migratoire, je pourrais finalement réussir à comprendre dans quelle mesure ils vont utiliser ou pas la clause de maladie pour se régulariser. Et donc, le résultat, c'est que à partir du moment où je les ai suivis sur une longue durée, je me suis rendu compte que beaucoup de ces familles chinoises n'ont pas déclenché une prise en charge en santé mentale pour penser à une régularisation a posteriori. Et donc, déjà, ça déconstruit l'image des migrants sans papier stratèges, parce que ce ne sont pas des migrants sans papier qui vont aller voir le médecin en disant que, allez, si j'ai un diagnostic, je peux aller utiliser cette attestation médicale pour demander du papier. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point encore plus intéressant, c'est qu'en les suivant dans leur projet migratoire, beaucoup de ces familles chinoises ont décidé de retourner définitivement en Chine, parce qu'ils ont compris que la sociogenèse des troubles mentaux de leurs enfants ou d'eux-mêmes sont en lien avec leurs conditions de vie trop précaires en France, alors qu'ils sont capables aussi de mesurer les gains et les pertes de leur projet migratoire. Et là, je vais vous citer par exemple le discours d'une mère
qui a un enfant qui s'appelle, que j'ai nommé Laure, qui avait 4 ans lors de notre entretien. Et donc, cette famille a commencé à réfléchir sérieusement sur leur projet de retour au pays. Cet enfant a été suivi en pédopsychiatrie avec un diagnostic d'autisme. Et donc, là, je cite cette mère. Quand elle avait 8 mois, elle a commencé à dire papa et maman. C'était en hiver, il faisait froid. Sans savoir où aller, on n'est quasiment pas sorti de la maison pendant cette période. Chez nous, ça faisait 12 mètres carrés. J'ai lu sur Internet que l'une des causes de l'autisme était le manque d'espace. Dans cet environnement, Laure a arrêté de dire des mots. À partir de ses 18 mois, on a commencé à être interpellé par le manque de langage chez elle. Maintenant, je sais qu'avoir de l'espace est important pour le développement de l'enfant. Si on rentre en Chine, l'espace ne nous manquera pas. La nourriture est importante aussi. Ici, on ne peut pas se permettre de consommer de bonnes choses à tous les repas. La viande, les œufs et le poisson, c'est réservé pour le week-end. Notre pauvre fille, elle n'a pas connu une vie aisée. Je me dis que si on rentre en Chine, elle vivra mieux, au moins au quotidien. C'était impensable pour nous de penser à un retour définitif en Chine, parce qu'on a payé tellement cher. C'est en cherchant des informations sur l'autisme en Chine que j'ai changé d'idée. Si on continue de rester ici en travaillant au noir, avec la peur, sans moyens, notre fille n'aura jamais un environnement correct pour guérir. On n'a pas encore pris notre décision définitive, mais on commence à y penser. Et donc ça c'est un autre extrait que j'ai envie de partager avec vous. L'idée de ce chapitre, en tout cas d'avoir travaillé auprès de ces familles sans papier, c'est de montrer dans quelle mesure que ces migrants eux-mêmes, ils sont des acteurs, ils sont capables d'agir, ils sont capables de réfléchir. Souvent, on dit que voilà, ce sont des préfectures, des agents au guichet ou bien des médecins qui établissent justement ce type d'attestation médicale, qui jouent le rôle de gardiens aux frontières, mais en réalité, on voit dans quelle mesure ils sont aussi capables de réfléchir leurs propres relations avec les frontières géographiques. Ok, ça c'est... J'ai apporté un peu les flyers, si vous voulez regarder. Et donc, aussi dans la continuité de ce travail, mon propre travail de thèse, avec une collègue qui s'appelle Véronique Petit, on a coordonné également un numéro spécial dans la revue européenne des migrations internationales sur la question de la santé mentale en migration internationale. Donc, je fais aussi circuler. Et donc, ça, c'est un peu le premier... je ne sais pas si j'ai encore le temps de... Peut-être que je dois m'accéder. Ouais, ok. Et du coup, là, j'ai déjà commencé à parler la deuxième type de travaux qu'on pourrait trouver au sein de santé des migrants patients. C'est cette approche à travers l'accès aux droits, à travers d'appréhender leur santé à travers les politiques migratoires, politiques de santé. Donc, ces travaux s'intéressent aux inégalités sociales en matière de santé, à travers l'angle analytique de traitement différencié, notamment selon la race, selon l'origine ethnique, selon le genre, selon l'orientation sexuelle, selon la classe, etc. Donc c'est définitivement une approche en termes d'intersectionnalité, de voir comment les facteurs sociaux s'articulent et déterminent ensemble et conjointement les traitements et l'accueil de ces migrants patients dans les institutions de santé, et aussi à travers l'angle analytique de discrimination. Et donc là, je pense qu'on aura le temps de le développer tout à l'heure plus largement. Et donc ces travaux, ils s'inscrivent aussi dans le paysage assez global du système de santé, qu'on devra aussi lire, qui ne porte pas toujours uniquement sur migration, mais par exemple sur les réformes des hôpitaux publics, sur les politiques des passes, donc des permanences d'accès aux soins de santé, et sur l'AME. Donc c'est dommage qu'aujourd'hui on n'aura pas de discussion, en tout cas l'intervenante n'a pas pu venir, mais aussi à travers la MDPH, par exemple pour la prise en charge du handicap psychique, etc. Et
Enfin, un troisième type de travaux qui s'intéresse aux migrants patients et leur santé prend plutôt un angle d'entrée des relations thérapeutiques à l'épreuve de l'ethnicité et aussi à l'épreuve de l'interculturel. Et là, il est très important aussi de soulever que dans quelle mesure il est important de déculturaliser les patients, parce que souvent dans les services de soins, quand on parle de la santé des migrants, les professionnels de santé qui ne sont pas toujours dotés des connaissances sur les conditions d'émigration de ces patients ont tendance à culturaliser ces patients et ces familles. Et donc là-dessus, il y a beaucoup de travaux qui ont été effectués, par exemple Didier Fassin en premier, en dialogue avec Topi Nathan, qui est pour l'ethnopsychiatrie, et Didier Fassin en disant que ça c'est un peu trop réducteur, de penser la prise en charge des patients migrants uniquement en renvoyant à une culture d'origine, puisque on peut également parler des cultures de classe, les cultures de genre, etc. Et donc ça c'est, je pense, important à commenter. Ensuite, si on essaye de faire un petit commentaire général sur tous ces travaux qui ont porté sur la santé et l'accès aux soins des migrants patients, c'est qu'on voit que la majorité des travaux portent sur les patients précaires, donc des patients issus des conditions précaires, les patients aisés, ou bien des migrants hautement qualifiés, y compris l'accès aux soins au secteur privé de la santé en France, sont rarement apportés. Et donc ça, je pense que c'est vraiment le reflet de la réalité de notre vie, parce que voilà, et d'autant plus que je pense qu'on peut aussi s'y ajouter le service de l'interprétariat, qui ne sont pas toujours systématiques dans le contexte français, alors qu'au Canada, aux États-Unis ou dans les pays où il y a une multiculturelle comme contexte global de l'accueil des migrants, les services de traduction et de l'interprétariat sont systématiquement proposés. Et donc ça, c'est important aussi à le rappeler. Et donc là, je passe au second volet de mon intervention, justement, de s'intéresser aux migrants en tant que professionnels de santé, ou bien en tant que médecins qui exercent la médecine et le métier de santé en France. Et là, je vais vous présenter à partir de mes propres travaux qui portent aujourd'hui sur les médecins étrangers d'origine asiatique en France. Et comme j'ai dit tout à l'heure, même si ils ont immigrés en France avec des titres séjour légaux, avec un statut de migrant qualifié, voire intellectuel, voire talent, ils se trouvent souvent dans des situations de déclassement social, déclassement professionnel en France, puisque ces médecins étrangers d'origine asiatique, je précise, qui ont obtenu leur diplôme de médecine en Asie, donc à l'extérieur de l'Union européenne. Leurs diplômes de médecine obtenus en Asie ne sont pas reconnus. Donc ils ne sont pas reconnus comme médecins, ils n'ont pas le droit d'exercer la médecine s'ils ne passent pas un concours. Et donc, il y a une vraie situation de disqualification professionnelle que vivent ces professionnels de santé d'origine asiatique. Et pour certains d'entre eux qui travaillent dans les hôpitaux publics, ils me racontent leur expérience de traitement différencié, voire de discrimination. Qu'ils ont vécu à côté de leurs confrères médecins, ou bien voire de la part des infirmiers et infirmières, de la part des aides-soignants, etc. Et donc pour certains d'autres qui ont décidé de soigner leurs compatriotes en tant que médecins illégaux, avec leurs compétences de médecine souvent dite alternative, puisque comme vous le savez, en Asie, il n'y a pas
il n'y a pas que la médecine chinoise, il y a aussi la médecine coréenne, la médecine japonaise, vietnamienne, etc., qui forment un autre monde, de systèmes médicaux non biomédicaux. Et donc je peux peut-être vous citer quelques extraits, juste peut-être l'un des deux, c'est un monsieur qui a décidé de soigner uniquement des patients chinois sans papier. Et là, je cite ce praticien qui est originaire d'un petit village qui se situe dans la province de Fujian, donc au sud de la Chine. Et lui-même, il a immigré en France en 2004 en tant que sans-papier. Donc ce praticien lui-même, il est sans-papier. Et lui, il a fait sa décision de pratiquer la médecine de manière illégale et recevoir aussi des patients sans-papier. Et je le cite. Pour nous, sans-papier, le seul endroit de pratique, c'est au domicile. Pas chez moi, c'est trop petit et ça grille vite, donc par rapport à ses voisins, mais chez le patient. Et donc ces patients sont également des migrants illégaux et ce qu'il fait, c'est que, je cite, il m'appelle, puis j'y vais avec mon sac, j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. C'est pratique de voir des patients chez eux, en tout cas, je ne peux pas faire autrement. Et donc aussi quand il me décrit ses relations de soins, je continue à le citer, en consultation parfois il suffit d'entendre un accent local que nous connaissons tous ou d'utiliser une expression qui nous est familière à tous les deux pour réduire aussi les relations soignant-soigné qui sont souvent marquées par une grande distance sociale avec notamment à l'épreuve de l'autorité médicale. Et donc pour lui, il s'identifie aussi à une figure très importante qui est Béthune. Je ne sais pas si vous connaissez qui c'est. Henri Norman Béthune est très connu en Chine pour être un médecin humanitaire à la suite de son séjour en Chine pendant la guerre sino-japonaise. Donc ça, c'est quelqu'un qui a dévoué sa carrière en tant que médecin étranger en Chine pendant les années 30-40, qui a soigné énormément de guerriers chinois, etc. Et donc, il dit que je ne suis pas Béthune, mais il y a un côté humain dans notre métier, c'est soigner, etc. Et donc, c'est pas l'argent, c'est pas l'aspect économique et financier qui l'intéresse lui-même. Et donc, je vais très vite conclure. Juste un dernier mot, c'est aussi vous rappeler que dans quelle mesure ces médecins étrangers d'origine étrangère sont capables de véhiculer des systèmes de savoir médicaux et aussi des techniques, des pratiques. Là, je parle pas uniquement sur des praticiens d'origine chinoise ou asiatique, mais également d'origine africaine. En Afrique, il y a énormément aussi de soins par le toucher et d'autres soins qui ne sont pas considérés comme des soins biomédicaux, mais qui sont aussi efficaces. Et donc, je pense que c'est très important de prendre en compte que ce sont des connaissances et des valeurs assez précieux aussi pour répondre aux besoins en quelque sorte Qigong, Tai Chi, etc. Donc ça, on peut en donc même des soins à travers des herbes, à travers les poissons, à travers les infusions, etc. Et donc je pense que c'est important. On n'y pense pas toujours quand on parle des migrations et santé. On a souvent l'impression qu'on parle des migrants patients, mais il ne faut pas négliger aussi l'apport de ces migrants praticiens à notre système de santé, même du point de vue biomédical. Et donc là, je pense que les podcasts sont toujours accessibles en ligne sur le site de France Culture. En octobre, ils ont fait une série, 4 épisodes d'une émission qui s'appelle La santé mise à l'épreuve. Donc il y a une épisode qui porte justement sur les promesses des médecines traditionnelles et dites alternatives. Et donc là-dedans, je pense qu'encore une fois, les migrants professionnels de santé ont toute leur place à apporter les connaissances à la société française.
Merci. Merci.